Kaere à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un petit peu différent de tout ce que nous avons pu aborder les jours précédents, et nous allons parler un petit peu de notre monde contemporain, mais attention, je ne perds pas le fil conducteur qui est la Grèce classique et hellénistique, puisque aujourd'hui nous allons parler de la Grèce antique perçue par notre monde contemporain. Donc c'est parti pour les Grecs dans la culture pop. Alors, d'abord, avant de présenter les différents aspects de l'expression de cette culture au sein de notre société, j'aimerais revenir un peu sur la vision qu'en avaient nos proches ancêtres, c'est-à-dire les hommes du 19e et du 20e siècle. Après tout le mouvement de reconnaissance de l'Antiquité comme étant une période de faste, notamment durant la Renaissance, et toute une période très romanesque, très romantique du 19e siècle, nous avons beaucoup perçu les Grecs comme étant de sages érudits s'appuyant sur des mythes, écrivains, porteurs de la philosophie, face à des Romains beaucoup plus impérialistes et beaucoup plus portés sur la guerre. Or, vous devez commencer à vous y habituer en regardant ces vidéos. On voit bien que les Grecs, sur le plan militaire, ils se laissaient pas faire. Du coup, il y a une perception assez particulière que l'on a dans le monde du monde grec, et on l'aperçoit notamment dans l'éducation que l'on donne aux enfants. Si on regarde les programmes de primaire, collège et lycée, on remarque qu'on aborde toujours le monde grec sous différentes manières. Sous l'aspect des mythes, de la mythologie, notamment à partir des primaires. Au collège, on présente un petit peu la démocratie athénienne. On en parle surtout en seconde, donc on va parler des Grecs sous l'aspect politique avant de mettre en valeur le monde romain. Du moins, c'est ce que moi j'en avais perçu. Alors les programmes ont peut-être un petit peu changé, mais globalement, on va dire que les Grecs, c'est mythe, politique. Ils sont à l'initiative de la démocratie. D'ailleurs, en politique, malheureusement, on retient souvent que ça. C'est la politique démocratique. Ils sont à l'initiative de cela, et c'est tout. Alors que la vraie innovation du monde grec, c'est l'isonomie. Et enfin, évidemment, philosophie, puisque on parle d'Aristote et de Platon en philosophie. Et puis, on a toujours cette image des Grecs qui sont fort sages, image qui a été véhiculée par les Romains eux-mêmes et qui l'ont véhiculée à tout l'Occident. Alors ça, c'est un petit peu pour les bases de cette culture, sur ce qu'on a comme vision à l'école et notre passif sur la culture grecque. Alors, moi, pour étudier la culture populaire, j'ai pas fait de sociologie ou d'anthropologie de la culture populaire dans notre société, de la culture populaire sur le monde grec. Et du coup, je vais plutôt vous parler de ressenti, et je vais vous parler en séparant différentes choses, différentes catégories: cinéma, BD, jeux vidéo et jeux de société. Voilà, 4 expressions de la culture populaire. Donc j'aurais pu aller dans plein d'endroits, partir en psychologie avec notamment la récupération des mythes grecs pour des aspects très freudiens, comme par exemple le mythe d'Oedipe, ou même le complexe de Médée, qui est moins connu, mais qui est le concept de manger ses propres enfants. Enfin bref, je ne vais pas me baser sur tous ces éléments-là que je maîtrise moins. Je vais partir sur, je répète, donc cinéma, film et séries, voilà, livres et BD, mais plutôt un petit peu parler de la BD, rapidement, jeux vidéo, voilà, et jeux de société. Donc c'est parti. Alors, niveau cinéma, si je vous parle du monde grec, généralement, la première chose dont tout le monde va parler, le premier film qui va être évoqué, ça va être 300. Aou, les Spartiates, c'est des costauds. C'est un film qui a fait un carton au box-office, qui est très connu à l'heure actuelle. Il y a eu même un deuxième volet qui est moins bon que le premier, mais bon, c'est pas la question. En tout cas, il y a ce mythe du Spartiate qui a été réinsufflé. Alors la première chose qu'on peut voir, je vais pas faire toute l'étude du film, si vous l'avez pas vu, tant pis, et c'est pas grave, je vais passer à la suite. Mais ce qu'on peut remarquer dans le film 300, les éléments marquants, c'est qu'on a une réappropriation de ce monde grec pour illustrer une société, une civilisation qui est la société américaine, et la manière dont elle se perçoit et elle veut se faire percevoir par le monde. Je m'explique. En fait, à la base, c'est un comics qui présente
très bien que les Spartiates, comme les défenseurs de la liberté, des guerriers, des hommes justes et valeureux, ils sont bien portants, ils sont tous parfaits, hein, c'est l'homme parfait de Miami Beach ou de Hollywood Boulevard. Et cet homme parfait va lutter face à des forces démoniaques, des forces du mal, qui sont contre la liberté, qui sont impérialistes, qui sont totalitaristes. Et là, le parallèle est simple, ce sont les orientaux. Et parmi ces orientaux, on a plein de monstruosités. Au sein de cette épopée, puisque finalement c'est présenté comme une épopée, on récupère un mythe ancien qui était celui des Spartiates, qui eux-mêmes, en racontant la bataille des Thermopyles, se faisaient mettre un petit peu en valeur auprès des autres Grecs pour montrer que c'est eux qui avaient participé, avant même les Athéniens, à la défense du monde grec. De plus, ce mot spartiate est inclus dans notre vocabulaire. Une vie spartiate, c'est une vie d'ascète, une vie dure. Être un spartiate, c'est être un guerrier, ce que les Spartiates étaient, je dis pas, mais du coup, c'est un des stéréotypes qu'on va avoir sur le monde grec, et ce film plonge carrément dans le stéréotype, et même va le véhiculer, et va s'appuyer sur le deuxième aspect le plus connu du monde grec, la mythologie. C'est-à-dire que c'est dommage, un film sur les 300, sur les Thermopyles, alors là c'est sympa, le film est très bien, mais c'est un comics, donc il est à percevoir ainsi, et il parle plus sur notre société que sur la société grecque. Ce qui est dommage, parce que pour une fois, c'est un sujet historique qui était traité dans un film. Et c'est le film qui a fait le plus gros carton. Et même s'il amène quelques éléments d'histoire aux spectateurs, malheureusement, ce n'est pas le centre du propos. On voit bien que le monde grec, il est là pour appuyer un aspect mythologique, et les mythes sont là pour apporter et appuyer des valeurs. Et j'insiste là-dessus, et ça suit un petit peu la vidéo et le live surtout. On a pas mal échangé sur l'Atlantide, donc allez voir le live sur la page Facebook Somatophilac si vous ne l'avez pas vu. Et on voit bien que le mythe est là pour porter des valeurs, le mythe est là pour donner des leçons, le mythe est universel, il va permettre de construire un schème psychologique. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en gros, il faut comprendre que le mythe a une influence sur la société, et souvent il est issu de cette société. Et donc en fait, les mythes grecs sont parfaits pour recréer une mythologie qui permet aujourd'hui de raconter des histoires qui nous parlent à notre société. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de films qui portent sur les mythes. Alors, le deuxième plus connu, récent, que vous devriez citer si je parle du monde grec, c'est Troie. Voilà, le film Troie avec Brad Pitt. Donc ça, pareil, ça fait un carton au box-office. C'était un énorme budget, superbe film d'un point de vue esthétique. Bon, l'avantage, c'est que lui, il se met directement dans un aspect mythologique, mais il choisit de réinventer le mythe en prenant certaines parties du mythe et en effaçant d'autres parties pour créer un nouveau héros. Achille, dans le film, n'a rien à voir avec le Achille historique, c'est-à-dire le Achille du mythe homérique. Hector, c'est incroyable. C'est une figure complètement différente et qui devient presque le héros du film. Réellement, enfin, je sais pas si... Moi, quand je l'ai vu, je voulais pas que Hector, spoiler, meure. Non, je voulais pas. Forcément, en plus, il est super bien joué. Bref, on a, au niveau des combats, peu importe la mise en scène, on peut se mettre dans un cadre mythologique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce mythe, ils insufflent du réalisme. C'est très paradoxal. Et on voit que finalement, le mythe moderne, contemporain, ne peut pas s'appuyer sur du divin, sur du spirituel, comme les mythes homériques. Non, il faut que ça soit dans un cadre réaliste. Et les héros n'ont pas des super pouvoirs. Alors on accepte qu'ils sont super forts, quasiment invincibles et tout ça. Mais par exemple, on ne dit même pas qu'Achille est invulnérable au coup. Non. On va juste montrer un petit peu le talon d'Achille du fait que la première blessure qu'il prend, c'est une blessure au talon, infligée par une flèche de Paris dans le film. Mais sinon, c'est juste qu'il est trop fort. Voilà, et ça, pas de problème. Qu'un mec soit capable de tuer je sais pas combien de bonhommes sans prendre une seule blessure dans notre société, c'est réaliste. Par contre, qu'on vous dise, en fait, non, il encaisse des coups, mais il est protégé parce qu'il a été plongé dans le Styx, oh non, ça c'est pas possible. Donc on voit qu'on récupère le mythe grec pour le réinsuffler aujourd'hui, on le récupère parce que c'est une base excellente pour raconter des nouvelles histoires et raconter des histoires propre à notre civilisation. Alors, il y en a plein d'autres, des films. Bon, il y a des vieux films, par exemple Jason et les Argonautes, qui suivaient pas trop mal d'ailleurs l'histoire réelle. Donc, il y a certains réalisateurs qui ont cherché à illustrer proprement les mythes, entre guillemets, proprement, en s'attachant à reprendre vraiment l'histoire originelle.
Donc il y a eu 2 films d'ailleurs sur Jason qui sont assez sympas. Il y a eu une série aussi sur Jason et les Argonautes. Il y a eu une série sur Hercule aussi. Il y a eu un film mythologique sur Hercule. Et à chaque fois dans ces films, on voit, hein, c'est le mythe de l'homme viril, du héros qui va vaincre les forces du mal. Donc ça n'a rien à voir avec le Hercule originel qui combat le chaos un peu par le chaos et qui a lui-même une force chaotique et qui est en soi peut être considéré comme un mauvais personnage à certains moments, Héraclès. Hein. Donc c'est particulier. Tant que je vous tiens sur Héraclès, je fais une petite aparté sur du coup le Disney. Évidemment, hein, beaucoup d'enfants, moi le premier, sont devenus fans du monde grec grâce à Hercule. C'est géant, Herc est dans le vent, ça doit vous rappeler des bons souvenirs. Bon, au Hercule de Disney, qui est somme toute assez bien fait, notamment parce que au sein de l'histoire d'Hercule, bon, ils vont pas prendre que l'histoire d'Hercule, bon, il y a un peu le côté 12 travaux, tout ça. Ils inventent une autre histoire pour les enfants, ils créent leur propre mythologie, propre monde Disney, notamment sur le héros qui va grandir et qui va protéger sa dulcinée, Mégane, une femme quand même assez forte et indépendante, mais qui cède quand même au héros. Bref, ça porte quand même la pensée d'une époque, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur de ce Disney, ils mettent un peu tous les mythes. Mais alors, c'est vraiment, on fourre tout là-dedans comme des gros babouins. Et au final, le Disney, Hercule, c'est plutôt mythologie grecque by Disney. Ce qui est très sympa. Et d'ailleurs, derrière, ils ont fait une série Disney qui est, dans mes souvenirs, ça se trouve, elle est nulle, mais dans mes souvenirs, j'avais bien aimé quand j'étais gamin, et qui permettait de traiter de plein de mythes. Écart, Minotaure, enfin plein de choses, et qui permettent de s'initier à la mythologie. Il y a une autre série qui a été faite, c'est Xena, la guerrière. Pareil, hein, si on parle à des personnes qui connaissent un peu les anciennes séries, voilà, Xena, la guerrière, a porté toute la mythologie grecque. Et on voit encore une fois que la mythologie grecque, c'est un endroit parfait pour raconter des histoires, soulever des problématiques, développer un scénario, sans s'attacher à un réalisme historique et en se permettant des petites folies, parce qu'on est dans un contexte mythologique. Donc, c'est parfait. D'ailleurs, pour finir sur la mythologie dans les films, il y a le film, c'est une série de bouquins, donc ça relie aussi avec la prochaine partie sur BD et livres, c'est Percy Jackson. Donc là, d'ailleurs, je fais une parenthèse, bouquins et les films. J'ai pas lu les bouquins, j'ai vu qu'un seul film, ça m'a tellement déplu que je suis même pas allé voir la suite. Donc désolé à celles et ceux qui aiment beaucoup, il paraît que les bouquins sont mieux, donc lisez les bouquins, même en anglais, parce qu'il paraît que c'est un anglais assez accessible. Donc lisez les bouquins, mais pour résumer, voilà, on a dans notre société contemporaine du 21e siècle, un jeune homme, Percy Jackson, qui est en fait le fils de Poséidon, et en fait il n'est pas le seul, il y a plein d'enfants de demi-dieux qui sont sur Terre, et en fait les mythes n'ont pas disparu, ils sont dans notre monde, et ils ont un impact sur notre monde, et le héros Percy Jackson permet d'éviter des guerres entre les dieux. Enfin, ça, c'est le speech du numéro 1, tout en visitant tout l'aspect mythologique qui est encore présent dans notre monde. Je me rappelle, dans le 1, il y a Méduse. Voilà, Méduse n'est pas morte. Voilà, Méduse n'a pas été tuée. Donc, pareil, on efface un petit peu la mythologie telle qu'elle est, on s'en inspire, voire on re-raconte la même histoire, le même mythe. Alors, je crois que, bon, je fais un spoiler, désolé, dans Percy Jackson. Voilà, Percy, c'est le nom, c'est Persée, hein, en fait, voilà. Directement, on l'entend hein, à l'oreille. Bon, il affronte Méduse, et avec un portable, il peut regarder le reflet et affronter Méduse. Donc il récupère l'astuce du premier Persée pour aller tuer Méduse. Voilà. Et c'est pas grave, hein, on raconte le mythe et pour faire un film ou faire un livre. Donc on voit que le mythe est toujours à l'origine de tout. Autre série pour le mythe, avant que je passe sur autre chose, cette fois-ci beaucoup plus réaliste. Arte, qui fait des documentaires formidables, oui, ont fait une série de petits films sur la mythologie grecque que je vous invite à aller voir. Donc c'est illustré par des dessins avec une voix off derrière qui raconte l'histoire. C'est super bien fait et ça reprend vraiment les mythes antiques et ça ne les réadapte pas à aujourd'hui. C'est-à-dire que ça l'adapte sur la façon dont on le conte, mais ils sont basés sur des bonnes sources et c'est vraiment super bien fait pour qui veut s'intéresser à la mythologie antique. Mais bon, ça raconte pas grand-chose sur la culture populaire d'aujourd'hui. Plus intéressant par contre pour parler de la culture populaire actuelle et sur notre façon de percevoir le monde grec, c'est le film Alexandre. Donc le film Alexandre,
qui est fait avec Colin Farrell en rôle principal, et Jared Leto en second rôle. Donc voilà, c'est d'autres raisons pour aller voir ce film, plus que déjà la filmographie qui est magnifique du réalisateur, plus le jeu d'acteur qui est exceptionnel, plus le monde tel qu'il est, il est figuré, c'est-à-dire les plans sont superbes. Les batailles, la façon de mettre en scène les batailles, excellente. Et enfin, et ça c'est mon avis, allez voir Alexandre, les costumes sont pas dégueux. Franchement, au poil quoi, tip top. Il y a des petits trucs à corriger, mais bon, on est spécialiste. Mais franchement, c'est pas mal, surtout pour les Macédoniens. Ça manque de couleurs, mais voilà, c'est la seule chose que je reprocherais presque au film pour l'équipement des Macédoniens. Mais voilà, du coup, très très bon film, mais beaucoup ont été déçus parce que ça s'intéresse pas tellement finalement à Alexandre en tant que politicien. Bon, il y a des batailles évidemment, mais c'est pas tant sur toute la stratégie et tout ça. Ça s'intéresse plus sur, à travers le mythe et l'épopée, sur la grandeur d'un homme. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un homme? La quête d'un homme pour devenir, pour exister à travers l'histoire et aussi à travers sa vie, pour exister notamment par rapport au père et par rapport à la mère. Donc ça traite d'aspects psychologiques et ça parle d'existence en fait, ce film. Et c'est un modèle qu'on donne, en gros. Alors je ne sais pas s'il donne le modèle d'Alexandre, mais en fait Alexandre ne fait que s'émanciper, et de sa mère et de son père. Et il ne se laisse pas dicter sa conduite par toutes les forces contraires qui l'empêchent d'aller vers son rêve. Et s'il ne peut pas aller au bout de son rêve, c'est vraiment parce qu'en fait, le rêve est trop grand, le monde contre lui est trop fort, et c'est l'amour, je résume vraiment, hein, qui va le faire renoncer, l'amour de ses soldats, mais aussi l'amour de ses compagnons, et notamment qui est Héphaïstion. Et d'ailleurs, et ça c'est peut-être vrai, hein, la perte de l'amour l'amène à la mort. Donc, on a en gros une réappropriation de l'histoire, cette fois-ci, pour créer à nouveau un mythe, pour réinsister sur l'aspect Alexandre mythologique, plus que sur son aspect historique. Et c'est très bien fait parce que ça s'adapte très bien pour le cinéma, pour des conteurs d'histoire que sont les cinéastes actuels, surtout à gros budget comme une production comme Alexandre. Donc, encore une fois, on voit que même quand on prend de l'histoire, et qu'on le fait bien en plus, on le fait non pas pour raconter l'histoire, mais pour porter un mythe, hein, avant toute chose. C'est l'objectif du cinéma. Donc dans la culture populaire, la Grèce égale mythe. Voilà, c'est comme ça. Alors, d'ailleurs, quand on va dans le monde de la BD, donc là, j'arrête un petit peu avec le cinéma et les films, parce que sinon, j'aurais pas le temps de tout traiter. Je vois que le temps tourne. Excusez-moi, hein, le but, c'est pas d'être exhaustif. Hein. Donc, je pars au monde de la BD et du livre. Bon, le livre, j'ai parlé de Percy Jackson, et en BD, les BD les plus connus actuellement, qu'on peut trouver facilement en librairie, sur le monde grec, c'est la collection des maisons d'édition Glénat. C'est la mythologie grecque, vue par Luc Ferry. Donc, Luc Ferry, c'est un spécialiste, c'est un philosophe actuel, enfin un historien de la philosophie grecque, et il travaille sur les mythes, et dans ces BD-là, c'est super bien fait, il raconte le mythe, et ensuite, dans la seconde partie de la BD, eh bien, il y a une grosse partie de texte où on nous parle du mythe, de l'interprétation du mythe, de sa portée philosophique et psychologique. Donc ça, c'est vraiment tip-top aussi. Je vous les conseille, mais encore une fois, c'est dommage. Eh ben, peu de BD sur l'histoire même. Alors, on en a quelques-unes. Alors, je crois que c'est les éditions Soleil qui sortent des... Soleil ou Glénat, je ne sais plus. C'est peut-être Glénat, excusez-moi. Vous me corrigerez dans les commentaires. Soleil ou Glénat qui sortent des biographies de personnages. Et ils en ont sorti une sur Alexandre. Mais encore une fois, bon... est-ce que c'est toute l'histoire d'Alexandre? C'est pas dit, et c'est assez particulier. Hein. Il y en a un qui est pas mal, et c'est cool parce que nous sommes les Grecs de Massaliote, les somatophylacques, et il y en a une qui s'appelle, la BD s'appelle Le Casque d'Agris, excellente BD, c'est plutôt sur le monde celte, mais à un moment, au sein de toute l'histoire, on a la petite anecdote de ces officiers grecs qui amènent un trésor, alors je sais plus ce que c'est exactement, et qui sont officiers de cavalerie et qui mènent des auxiliaires celtes, et que le personnage principal rencontre, et ça parle ainsi de Massalia, et ça pareil, c'est vraiment excellent, puisque c'est une petite anecdote historique qui a été reprise dans cette BD qui est vraiment bien faite d'un point de vue histoire. D'ailleurs, je rebondis, j'ai oublié de parler de Alix, mais parce que Alix, ça parle principalement du monde romain, et quand ça va dans le monde grec, ça récupère des vieilles histoires mythologiques, Troie et tout ça. Donc bon, malheureusement, c'est moyen. Après, il y a les Alix à Massalia,
qui parle bien de la ville de Massalia. C'est une bonne BD qui a été bien faite. On voit bien la Massalia antique. Franchement, je vous conseille, c'est de la bonne. Alors, je continue. Donc on voit que le mythe reste au cœur de la culture populaire en fait. Même dans les livres et les BD, du moins de ce que j'en ai lu. Alors oui, il y a quelques livres, Pluie de flèches ou Tempête de l'ange, je me rappelle plus, qui est sur la bataille des Thermopyles. Donc là, sous un aspect romancé mais plus historique. On en a quelques-uns, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas des best-sellers. Je veux parler de choses qui sont connues. C'est ça qui influence la culture populaire. Alors il y a les jeux vidéo. Les jeux vidéo, évidemment, ça influence la culture populaire, surtout aujourd'hui. Le jeu vidéo a une part très importante dans notre société. Et on en a plusieurs. Alors, quand on regarde ces jeux qui s'appuient sur le monde grec, eh ben, bon gré mal gré, ça reste du mythe. Bon, alors, le plus récent et le plus connu, puisque c'est une franchise hyper connue, c'est Assassin's Creed Odyssey, donc qui se plonge en plein cœur de la guerre du Péloponnèse, ce qui est assez intéressant, parce que c'est une période qui est assez peu traitée, et qui évoque des aspects historiques, mais au milieu de tout ça, évidemment, on insuffle à fond du mythe. On récupère le mythe de 300 et de Léonidas, c'est-à-dire que Léonidas, c'est même plus un personnage historique. Là, on est carrément là aussi dans le mythe. C'est, je crois, pas de spoil, mais parce que j'ai pas joué, mais je crois que le héros est un descendant de Léonidas. Bref, on est quand même au niveau de l'histoire même, et ben, dans du mythe. Le héros utilise des armes et des artefacts mythologiques, il fait des quêtes en rapport avec le mythe, et finalement, le cadre historique est un décor qui permet de faire avancer le scénario, mais derrière, le but c'est de raconter une histoire liée à l'histoire des assassins. Il n'y a pas de problème, ça fait partie de leur univers, mais on voit qu'ils n'ont pas pu se dépéguer de l'aspect purement mythologique du monde grec, alors même que, je sais pas, dans mes souvenirs, il n'y a pas la mythologie médiévale, il n'y a pas la mythologie Renaissance, il n'y a pas la mythologie Révolution française ou même guerre américaine. Du moins, il n'y a pas du magique. Il y a des mythes, il y a des stéréotypes qui sont repris, mais il n'y a pas du magique. Et pour le grec, à savoir pourquoi, ils nous ont mis du mythe. Normal, c'est le monde grec. D'ailleurs, si vous regardez l'autre grande franchise hyper connue sur le monde grec, God of War, avec Kratos, et là carrément, je crois que c'est un descendant de Zeus qui va carrément devenir le chef suprême de l'Olympe. Non, il va devenir God of War, il va devenir le dieu de la guerre, donc il tue Arès. Bon, bref, là on est en plein mythe, pareil, God of War. C'est le mythe à fond, à fond, à fond les ballons. Et si je continue, il y a des franchises, par exemple, qui vont chercher à traiter l'histoire, et notamment l'Antiquité grecque, de manière un peu plus sérieuse, comme notamment la franchise Total War, qui a fait Rome 1 Total War et Rome 2 Total War, qui chacun se situe dans l'Antiquité, et qui parle du monde grec. Il y a même dans Rome 2 Total War un mode spécialement sur la guerre du Péloponnèse, qui est assez intéressant et qui suit un petit peu toute l'histoire. Mais encore une fois, bon, c'est les Spartiates, les plus grands guerriers, bon, c'est un jeu de stratégie militaire. Du coup, les Grecs sont des lanciers, fantassins lourds, et ils ne sont pris que pour cela. Et les Macédoniens sont un peu mieux perçus, stratégiquement sont plus intéressants finalement presque que les Grecs, peut-être parce que justement, ceux qui ont mis le jeu en marche, quand ils sont renseignés d'un point de vue historique, bah pour eux, le concept de tuer avec des grandes sarisses et des piques, ça c'était simple à mettre en place et à mettre en jeu. Le concept de repousser une formation de masse pour tenir une ligne qui est propre en fait au guerrier hoplitique, qui est propre à la base à tout guerrier d'infanterie de ligne, eh bien ça c'est quelque chose qu'ils ont du mal à faire avec l'hoplite et finalement même avec tous les fantassins de la franchise. Dans tous les jeux de la franchise, la cohésion des lignes, elle a du mal à se tenir, il y a toujours des micro-petits duels, et les concepts de masse et de poussée n'existent pas, parce que c'est quelque chose qui est difficile à percevoir. Et pareil, ça vient du fait de notre méconnaissance sur la guerre dans le monde grec. Normal finalement, puisqu'on y travaille depuis récemment. Et les hoplites sont des duellistes à la lance. À un moment, Total War a fait aussi, la franchise Total War, Sega, a fait aussi des jeux d'action sur Xbox, et notamment il y avait Spartan Total Warrior. Ils ont choisi le monde grec, ils ont choisi un Spartiate, et c'est purement de la mythologie, là encore, un mythe qui part un peu de partout, il y a même Rome et le Colisée, enfin bref, on mélange les Spartiates et les Romains, peu importe, donc l'histoire, on prend tout ça, on fait une grosse boule là, et hop, on réaplatit, on refait une belle galette adaptée à notre monde. Donc malheureusement, l'histoire, souvent dans les jeux vidéo, elle passe au second plan, et c'est dommage parce qu'il y a
pas mal de choses qui pourraient être faites sur le monde grec. Bon, Assassin's Creed, une des choses que je leur reconnais, c'est qu'ils ont fait un superbe travail pour mettre en forme des sites archéologiques existants, et même si c'est critiquable sur certains aspects, c'est quand même kiffant. Quand vous connaissez les sites, vous dites « Ok, c'est pas nickel, mais franchement, je reconnais bien le chemin sacré pour Delphes. Franchement, Athènes, les lieux sont assez bien situés, ça fait plaisir. » Voilà, ça c'était un petit truc de Assassin's Creed qui était sympa. Mais malheureusement, on voit qu'encore une fois, dans les jeux vidéo, c'est le mythe qui prime. Je continue sur les jeux de société maintenant, parce que, bon, alors peut-être tout le monde ne considère pas que les jeux de société font partie de la culture pop. Moi, je considère, alors je le fais, hein, c'est mes vidéos après tout, et j'aime beaucoup les jeux de société. Et il y a quelques jeux de société, et malheureusement, encore une fois, c'est le mythe qui est mis en avant. Vous prenez les jeux les plus connus sur le monde grec. Cyclades. Il y a un énorme aspect mythologique. Vous prenez le jeu Seven Wonders. Alors Seven Wonders, il y a un peu moins le mythe, mais alors les Grecs, c'est tous quasiment philosophes ou gros guerriers, spartiates ou technologiques, quoi. Et en fait, bon, après, ça colle bien à cet univers de Seven Wonders, où on construit sa cité. Et le monde grec est assez bien illustré, il est très joli. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il passe vraiment pour les sages uniquement ou les guerriers spartiates. Alors que la réalité est un petit peu différente. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, Seven Wonders. Hein. Après, on a des jeux qui sont un peu moins sur le mythe. Notamment, on a Mare Nostrum. Mare Nostrum, où on a les Grecs. Donc voilà, qui ont un aspect principal, c'est la défense, des fantassins. Donc ça colle plutôt bien au monde grec. Qu'est-ce qu'on a comme jeu? Alors il y en a un, alors je me rappelle, Guerre du Péloponnèse, c'est un jeu en anglais, c'est un wargame, je crois. Et lui, j'ai joué avec un ami il n'y a pas longtemps, c'est une petite pépite, vraiment très dur à trouver, qui suit bien les éléments. Alors là, c'est carrément l'inverse, là c'est trop historique même, le jeu en devient même compliqué, on ne peut pas jouer autrement que comment l'histoire a eu lieu, parce qu'en fait ce sont des événements, c'est un peu comme Diplomatie, je ne sais pas si vous avez joué à Diplomatie, ou je ne sais plus quel autre jeu où c'est la guerre froide, et en fait il y a les différents éléments de la guerre froide qui arrivent, et vous êtes dans un camp ou l'autre, et progressivement, au fur et à mesure que les événements arrivent, vous jouez. Et là c'est pareil, dans ce guerre du Péloponnèse, et franchement c'est pas mal, ça apprend, pour ceux qui ne connaissent pas, ça leur apprend pas mal, pour ceux qui connaissent, c'est super sympa, mais du coup on a du mal à sortir des événements historiques, et donc de partir sur le jeu, car le propre du jeu, eh bien, c'est quand même de se divertir et de trouver des alternatives. Donc voilà un petit peu quelques éléments. Alors j'ai pas tout qui me revient là en tête, c'est pas grave. Le but c'était d'évoquer quelques éléments, donc je vais conclure à présent. Donc ce que je peux moi percevoir, et d'ailleurs de ce que je perçois aussi en reconstitution historique, quand je suis sur des événements et que des gens viennent nous parler à moi-même ou à l'association, on voit qu'il y a deux choses qui reviennent tout le temps, c'est les Spartiates, voilà, les gros guerriers du mythe 300, et sinon la mythologie. Et on nous demande beaucoup de parler de mythologie. Il y a les sports un peu, alors évidemment les Jeux Olympiques c'est quelque chose qui revient, tout simplement parce que on connaît le nom, mais les gens ont que des stéréotypes sur les sports dans le monde grec, puisqu'ils calquent en fait les Jeux Olympiques, ils pensent que les Jeux, les courses ou les sports entre guillemets anciens qui sont présents aux Jeux Olympiques, comme la lutte par exemple gréco-romaine, sont en fait les vraies pratiques qu'il y avait dans l'Antiquité. Donc pareil, ça c'est une méconnaissance sur le monde grec du fait de la prégnance des Jeux Olympiques dans notre culture. Heureusement, ça les a fait connaître, ces Jeux Olympiques. Merci, monsieur Pierre de Coubertin. Puis bon, voilà, donc c'est la mythologie, hein, il y a beaucoup le mythe qui est demandé. Et on voit aussi pas mal de personnes qui nous parlent de démocratie, c'est les inventeurs de la démocratie et tout ça. Et moi, je me fais un malin plaisir souvent de dire, attention, ce sont surtout les inventeurs de l'isonomie. Et de faire une petite leçon de politique façon grecque quand on est en prestation. Alors, c'est pas une leçon mauvaise, hein, c'est juste, je leur apprends certaines choses là-dessus. Et on voit que, en fait, notre société, elle perçoit le monde grec surtout sous l'angle du mythe ou du philosophe sage, ou alors le guerrier complètement malade mental spartiate. Voilà, ça fait trois images. Et ça colle assez bien finalement à ce qui nous est parvenu du 19e siècle, l'image romantique qu'on a eue. D'ailleurs, les peintres n'ont fait que peindre des mythes. 17e, 18e, 19e, on peint le mythe grec. Et puis au 20e siècle, tout le monde cinématographique tend vers le mythe là aussi.
Donc voilà, c'est pas étonnant que finalement à l'école, malheureusement, c'est ça qui nous soit matraqué. Alors évidemment, comme on voit que la mythologie et la guerre, voilà, c'est pas non plus tip top, on va mettre plutôt en avant l'aspect politique, mais malheureusement, on le restreint à nos propres limites. Les Grecs, s'ils ont été bénéfiques, c'est parce qu'ils ont amené la démocratie, ça peut pas être pour autre chose. Voilà. Donc, donc voilà, après, il y a des professeurs sans doute qui l'abordent mieux que d'autres, hein. Moi, en tout cas, j'avais pas un professeur féru du monde grec, donc voilà, je l'ai pas eu. Mais mon frère et ma soeur non plus, à ma connaissance, et beaucoup d'amis non plus. Donc ça dépend des professeurs, hein. Il y a des professeurs très probablement qui l'abordent beaucoup mieux, j'en connais, hein, certains. Mais malheureusement, ils sont quand même tenus par les programmes. Et les programmes n'insistent pas non plus sur le monde grec de manière excessive. Pourtant, c'est vraiment fondateur pour comprendre notre civilisation. Enfin bref, comme plein de choses en histoire, hein, malheureusement. Donc voilà, donc j'ai un peu fait une balade à travers la culture populaire, qui est plutôt ma perception finalement aussi, hein, de cette culture populaire. Je ne connais pas tout. Et d'ailleurs, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à débattre demain avec moi dans le live, à me dire tiens, t'as pas évoqué ça, est-ce que tu connais ça et tout, à en parler. Ou ici dans les commentaires, donc sous les 3 premiers qui auront évidemment proposé des sujets. Mais après, même dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre et à dire ah, tiens, t'as pas parlé de ça ou de ça, t'as pas parlé de Rome. Bah oui, mais Rome, c'est pas la Grèce. Mais oui, Rome, par exemple, oui, ça c'est du bon, ça c'est une belle série. Je veux, et je vais conclure là-dessus, une série comme Rome, de HBO, et pour la guerre du Péloponnèse. Voilà. Petite prière à Zeus, à Apollon, pour qu'ils exaucent ce souhait. Bon, eh bien, à demain 19h pour le live, et en attendant, portez-vous bien.